n'hésitez pas à rejoindre la partie dans la Caminoïté, la démonstration. Alors, du coup, comment ça se passe? Lily m'a dit que les membres étaient plutôt intéressés par un cours sur les Joseki, le Fuseki, mais pas vraiment autour de l'invasion Sansan, qui est plus moderne. Donc, plutôt autour des pinces, comment utiliser un Joseki dans quelle situation. Hein, il y avait beaucoup de questions, et c'était un peu dur de faire un cours sur tout ça d'un seul coup. Ou alors, ça va durer 10 heures, 20 heures. Donc j'ai décidé de me concentrer sur une question qui est sur les pinces, donc à partir des Komoku par exemple. Pourquoi c'est plus joué? Pourquoi tout va tourner autour du Sansan? Aussi, donc c'est un cours complètement libre, donc si vous avez des questions sur ces Joseki, sur ces situations, ou des problèmes que vous avez rencontrés dans vos parties, n'hésitez pas à les poser bien sûr. C'est l'avantage de Discord, tout le monde peut parler sans problème. Il faut pas lever la main en plus, donc c'est plutôt sympa. Ok, donc on va commencer. Tac. On va faire ça comme ça. Alors déjà, je vais vous montrer une partie pour commencer, pour introduire le cours. Est-ce que vous connaissez cette partie? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vais avancer peut-être un petit peu. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette partie? Elle a été jouée, petit indice, en 2016. C'est ça, c'est Lycédol contre AlphaGo. Donc Lycédol, c'est la couleur noire ici, et l'ordinateur, c'est la couleur blanche. Donc c'est la première partie, je pense, de leur confrontation, où on savait pas encore vraiment la force d'AlphaGo, et où Lycédol s'est fait éclater, ou à peu près. Je crois que Oyose, l'ordinateur a même joué des erreurs exprès parce qu'il était trop en avance. Donc c'était vraiment... c'était pas facile pour Lycédol déjà, même mentalement. Alors, on va regarder cette partie. Donc sur cette partie, on a une vieille pince. On sait pas trop comment l'ordinateur joue. Donc on a un M16 qui était très joué à l'époque. Et comment est-ce qu'on répondait à cette pince avant l'AI ou sur la plupart des Joseki? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ou s'en souvient? Ou peut tenter? C'est ça, Q13, exactement. C'était ce coup-ci. Ensuite, noir venait attacher. Donc ça crée une sorte d'œil d'éléphant. Blanc bloc. Noir vient en R17. Enfin, blanc vient en R17. Noir connect. Blanc pousse. Et puis là, il peut décider de descendre en S17 ou bien protéger en Q18. Ça, c'était un Joseki qui avait plein de variantes, extrêmement compliquées. Et l'ordinateur, dans ce match, a pas du tout fait ça. Il a juste joué R17. Connexion, donc noir protège, et puis sauter. Et puis, vas-y, je te donne du territoire sur la 4ème ligne, c'est pas grave, et je joue ailleurs. Donc ça déjà, dans cette partie, c'était quelque chose de complètement incompréhensible. On a cru que l'ordi il était nul au début. Parce que il fait quoi? Qu'est-ce que c'est ces pierres-là, pour vous? Est-ce que c'est de l'influence? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est un moyo? Ouais, c'est juste un groupe flottant, exactement, qui n'a pas deux yeux. Et pourtant, l'ordinateur considère ça comme plutôt bon pour blanc. C'est assez incroyable, hein. Ça a changé la perspective de beaucoup de ces pinces à cause de cet échange. Donc on va voir ça plus en détail. L'idée c'est quoi? C'est que après avoir obtenu l'échange R17 pour S17, donc le quoi en fait, hein, blanc il a obtenu ces coups-là gratuitement, hop, R17, et noir prend le coin, c'est considéré comme plutôt bon pour blanc dans toutes les situations de pince. C'est assez magnifique. Et l'idée, c'est que comme blanc peut avoir plus tard ses coups gratuits, il pourra contre-attaquer la pierre en M16. Et en fait, dès que blanc a ses échanges ici, l'IA considère ça comme bon pour blanc, et c'est pour ça que la plupart des pinces ont disparu.
Donc on va regarder. J'ai l'impression de parler des dinosaures, mais bon, c'est pas presque une météorite. On peut comparer comme ça. Ok, donc on est sur cette configuration. On va d'abord commencer vraiment par la base. À l'époque, pour approcher un Komoku, par exemple D3, il y avait toute une série de coups. Donc comment est-ce que vous pouviez approcher ce coup en D3? Comment on le peut toujours, hein. Moi, je vous parle de ce qui se fait actuellement, pourquoi ça n'existe plus, mais on peut bien sûr jouer ces coups-là, surtout si ça surprend l'adversaire, c'est encore plus drôle. Alors il y a C5, il y a D5, mais il y a aussi d'autres coups qui étaient possibles, plus prudents, on va dire. Voilà, on peut s'approcher à deux espaces. Donc ça, c'était, on va dire, les quatre approches les plus jouées. Alors C et D ont complètement disparu. La raison, c'est simple, c'est que ça donne trop facilement le coin. Donc si on vient en C, blanc bloque, et on lui donne le coin. Et donc ça, aujourd'hui, ça passe plus vraiment, même si on s'installe tranquillement, c'est pas suffisant pour noir. Aujourd'hui, on préfère vraiment le combat et chercher à pas donner le coin trop gratuitement. Et il y avait aussi D6. Donc là, blanc, pareil, il prend C4 et il est content. C'est un coin, la pierre en D6, elle doit toujours trouver sa base de vie, donc c'est suffisant pour blanc. Donc aujourd'hui, ces coups ne sont plus joués. Même dans des situations spéciales, je les vois pas. Il y avait un célèbre Fuseki. C5 est possible, ouais. C'est la même idée en fait, tu prends le coin. Donc blanc monte, noir monte, et puis blanc peut même prendre le CNT. Donc tant que tu prends le coin, c'est une bonne idée, je pense. Si tu commences à pincer et tout, alors tu t'écartes du sujet. Mais c'est ça qui est possible, oui. Il y avait un célèbre Fuseki où cette approche était utilisée juste avant AlphaGo. Donc ce Fuseki-ci, est-ce que ça vous dit quelque chose? Yeah, c'est Kobayashi, c'est ça. Donc l'idée de ce Fuseki, c'est d'inviter blanc à s'approcher. C'est Kobayashi. Le mini chinois, c'est un peu différent, hein. Le mini chinois, on est là-dessus. Non, sur ce Komoku-là, comme ça et comme ça. D'accord, c'est le même bord, mais en fait, on est sur la troisième ligne. En tout cas, c'est toujours la même idée. On a envie que blanc vienne en P4. Et pour le Kobayashi, c'est comme ça. Plap, plap, plap. Et on a envie que blanc il vienne en Q5. Comme ça, noir, il peut le pincer, mot-clé, et construire facilement son territoire au sud. Donc par exemple, si on arrive comme ça, il prend le CNT. Donc ça, c'était la variante canonique, on va dire, où blanc se faisait avoir. Mais aujourd'hui, l'ordi trouve ça ok. Il fait cet échange, hop, et il peut jouer ailleurs, par exemple R17. Et c'est ok pour l'ordi, parce que noir fait pas assez de territoire en échange. Même s'il a un groupe faible, c'est ok. Et en plus, il y a un nouveau coup. À la place de Q5, qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer dans cette formation? Un nouveau coup d'approche du Komoku. C'est ça, c'est Q4. Q4, c'est un coup très intéressant. Si on avait joué ça avant, on vous aurait dit mais non, mais t'es- t'es vaincu ou quoi, c'est pas possible. Tu fais pas ça, tu te mets tout de suite en difficulté, tu perds une liberté. Et c'est une des approches qui a éliminé la plupart des Fuseki, le Fuseki chinois, le mini chinois, j'ai le micro chinois, le Kobayashi. Cette approche-là, elle a détruit tous ces Fuseki parce qu'en fait, elle va tout de suite fixer la situation. Donc, ici, si noir répond année, blanc répond année de l'autre côté, et si noir connecte, blanc peut tenuki ou bien rajouter un coup. Il détruit le Fuseki. Il peut aussi faire Atari pour alourdir blanc, mais dans ce cas, blanc s'installe facilement. Donc, en fait, blanc a aucune difficulté à s'installer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on évite ce genre de Fuseki. L'idée avec la pince, c'était vraiment... Hop là, voilà. La pince, c'était de construire rapidement. Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail ces différentes pinces et lesquelles subsistent, parce qu'il y en a quand même une ou deux qui sont encore jouées et qui sont intéressantes à essayer. Alors, donc on a regardé les coups d'approche CD. Ah oui, je disais pourquoi on l'utilisait sur le Kobayashi à l'époque, j'ai oublié. Donc on était comme ça, et en fait pour éviter ça et qu'on n'avait pas pensé à Q4, on venait en Q6.
Comme ça, après, quand noir venait en R5, blanc pouvait jouer Tenuki et Q10. Donc on était plus rapide que noir, pour éviter de se faire pincer en fait. Donc c'était l'idée de ce genre d'à-coup d'approche en R6 aussi. En plus sur R6, il y avait des milliers de trucs, genre noir jouait ici, blanc descendait, noir pinçait, quelque chose comme ça. Ça c'était vraiment un grand classique à l'époque. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont connu ça. Et puis noir sautait en F5. Et il y avait plein de théories pour comment détruire le territoire noir. Est-ce qu'on faisait le pied plat? Est-ce qu'on venait simplement en D2? Est-ce qu'on venait directement en M3? Ah, bref, beaucoup de choses. Si vous les avez apprises, désolé pour vous, c'est comme moi, ça sert plus à rien, plus personne ne joue. Donc vous avez perdu votre temps. Non, on perd jamais son temps quand on étudie le Go. Bah, ces ouvertures-là, vraiment, n'existent plus. À cause de ce coup en Q4 qui simplifie directement la situation. Ok, donc on va revenir sur nos pinces. Voilà. On a aussi donc A et B. Alors aujourd'hui, c'est lequel qui est le plus joué? C'est A ou B? Ouais, exactement. C'est A. Et est-ce que vous connaissez la raison pourquoi on joue plus le coup en B ici? Qu'est-ce que blanc peut répondre qui lui donne un avantage local significatif? C'est ça, blanc il vient en C5, plop, on arrive sur ce Fuseki, et blanc il prend un énorme coin en fait. La différence c'est d'une ligne. Là vous voyez, le coin il arrive sur la ligne 5 à cet endroit, tandis que si blanc veut prendre le coin avec une approche basse, genre ici, tac, 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 il arrive seulement sur la ligne 4. Donc le coin est plus petit et plus fragile. Donc c'est pour cette raison qu'on a arrêté de jouer haut. Blanc il a une parade trop simple en fait. Donc l'avalanche comme ça? Non, c'est plus joué en effet. Donc ce serait blanc qui joue là, c'est ça? En fait, blanc joue plus ce coup en C6. Maintenant, blanc, il va plutôt jouer D2. En fait, on considère que si blanc joue C6, noir fait Atari et joue ailleurs, c'est une bonne situation pour noir. Donc c'est pour ça que blanc ne joue plus ce coup en C6. Donc la grande avalanche, c'est la question d'Emeric. C'était cette Joseki où blanc s'étend en C6, noir vient répondre, blanc fait Année, noir fait Atari, sort, puis blanc décide de jouer soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Donc en général, c'était plutôt ici. Puis noir coupe, comme ça et comme ça. Puis blanc vient là, noir vient là, et c'est super compliqué. Ça, c'était la grande avalanche, avec vraiment plus de 1000 variations. Et on savait jamais exactement comment ça finissait. Mais aujourd'hui, en fait, noir, il a une parade simple, qui est considérée comme meilleure pour l'AI à ce coup. C'est il fait Atari, et soit il connecte, soit il joue ailleurs. Par exemple ici. Et c'est suffisant. En fait, c'est comme si on avait eu cet échange. On avait un grand Shimari qui arrive très souvent dans la partie. Et puis noir, il vient en D5. Blanc répond. Et puis il vient en E3. Normalement, blanc, il répond toujours D2. Et il est mieux localement. Et c'est comme si blanc avait joué ailleurs, noir avait fait Atari et avait pu avoir ce coup en D2. Donc c'est légèrement meilleur pour noir. Et c'est pour ça, en faisant ce Tewari là, à partir du grand Shimari, qu'on ne joue plus la grande avalanche. La petite est encore possible, genre comme ça. Ça, c'est encore un peu joué, un peu compliqué. Mais en général, on préfère jouer D2. Et ensuite, quelqu'un connaît la suite pour noir? Qu'est-ce que noir fait ici? Même sans connaître le Joseki, qu'est-ce que vous joueriez? Voilà, tout simplement. Blanc, il pousse en retard, donc on est content. Ensuite, ici, blanc tourne. Et noir peut Tenuki. C'est le Joseki actuel là-dessus. Et puis les 4 pierres, elles ont un statut bizarre de mur, pas mur, vivant, pas vivant, capturable, pas capturable. C'est le genre de statut qu'on a du mal à comprendre en tant qu'humain, mais en fait, c'est juste difficilement capturable. On va pas forcément ajouter F3 tout de suite, parce qu'on veut peut-être jouer C7. Donc voilà, ça c'est un Joseki pour lequel on joue plus la grande avalanche. Alors, et l'extérieur en E5. J'ai pas trop... Ah, si blanc joue là, tu veux dire. D'accord.
Ah oui, c'est vrai qu'on voit plus trop ce Joseki là non plus, de venir jouer en E5. Je t'avoue que j'ai pas étudié cette variante. Donc ici, qu'est-ce que Noir faisait? Il faisait année. Non, il faisait pas année. Ça, c'était la variante simple où Noir connecte, Blanc prend le coin et Noir joue ailleurs. Mais je pense que c'est pas mal pour Blanc qui prend quand même le coin. Ici, Noir peut aussi venir en C3. Et là, je pense que c'est Noir qui a le coin et c'est pour ça qu'on doit plus trop aimer. Donc ça se jouait comme ça, ici. Puis Noir protège. Et Blanc joue D8, c'est ça? Puis Noir coupe. Et c'était un bazar terrible. Je crois que c'était ça, hein. Blanc descend. Noir s'étend. Ouais, c'était compliqué, hein. Je me souviens même plus trop de ce jeu d'équipe tellement je l'ai plus joué. Mais je me souviens que c'était ça en fait. L'idée c'est que Noir prend quand même le coin. Et même ici, Noir peut juste jouer B8 tranquillement, je pense, à la place de couper en E4. Donc si tu laisses le coin aujourd'hui, c'est pas considéré comme terrible comme jeu d'équipe. En tout cas, si t'as pas un extérieur très fort. Et là, l'extérieur de Blanc, il est faible à cause de la coupe en E4. Mais je vais pas te montrer je vais pas m'avancer sur les variations parce que déjà ça te servira pas trop et surtout c'est c'est compliqué. Pour revenir à mon propos, donc on va regarder sur D5. Il y avait aussi toute une série de pinces sur cette pierre. Donc comment est-ce qu'on pouvait pincer cette pierre? Est-ce que vous avez des suggestions? Là vraiment, il y en avait un florilège. C7, exactement. D7. On peut aller plus loin. On peut aller en C8, D8. Il y avait même C9. Bon, après, c'est plus des pinces, c'est des coups de Fuseki. Mais là-dessus, on avait l'habitude de jouer toutes ces pinces-là. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, je crois. Ouais, c'est ça. Il reste C et E. Les autres, je les vois plus du tout. Donc, on va commencer par celle qu'on a vue dans la partie de Lycédol, hein, la pince en D. Donc là, en fait, la réfutation, elle est simple pour Noir. Il attache, Blanc protège, il saute. Il donne un max de territoire sur la quatrième ligne, mais il s'en fout parce qu'avec ce mur, il peut attaquer la pierre. Ah, il peut même venir ici. Plutôt ici. Et en fait, grâce à ce mur Sente qui permet d'attaquer la pierre, c'est considéré comme une bonne position pour Noir. Et surtout, c'est cet échange dans le coin, le fait qu'il ait pu avoir A gratuitement. Ça, l'IA déteste. Donc voilà, c'est l'explication. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est pour cette raison qu'on joue plus cette pince. On n'a plus ces Joseki un peu étranges en E3 ou G4. Maintenant, on fait juste cet échange et c'est bon. Alors, il y a d'autres pinces qui sont plus jouées. Par exemple, B, ici en D7, c'est pareil, même raison. Donc, quand blanc s'étend, noir vient là, blanc protège et puis noir pince si c'est OK. Pardon, noir attache d'abord, voilà, c'est ça. Puis il saute et c'est la même raison, comme ça. Il peut quand même pincer. C'est bon pour noir. La pierre est trop proche du mur noir en fait. Alors, petite différence si la pierre est plus loin. Par exemple en C9. Là, c'est un peu différent parce que si on joue la même séquence, la pierre, on va plus vraiment la pincer. Et si on joue en C7, on va être surconcentré. Donc on va pas jouer en ici super loin quoi. C'est trop loin, vraiment. Donc là, on va plus jouer cette séquence. On va faire un autre coup qui est intéressant aussi. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On va jouer F4. Donc l'idée de F4, c'est quoi? Si blanc joue ici, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein, comme ça je pose les deux questions à la fois. Pour noir. Ouais, bien vu Bertrand. En effet, si noir il prend cette pierre, blanc il a une technique. Il va sacrifier, il va relier. Comme toutes ces pierres sont reliées à gauche et que noir il a une pierre en trop, donc c'est pas un Ponouki tout à fait pur, il y a cette pierre en F4, c'est considéré comme pas mal pour blanc. Donc là, noir, il va plutôt descendre. Et puis, vous connaissez cette forme, hein.
Cette forme, c'est la forme du moulin, donc c'est comme s'il y avait eu un cross-cut et puis qu'ils étaient tous les deux partis dans toutes les directions. Noir va sauter pour prendre la base de vie, blanc va sauter, puis noir va probablement sortir ici. Bon, c'est quand même confortable pour noir parce que la pierre, elle met pas vraiment la pression en C9 sur cette forme. Donc on préfère la jouer plus proche, en général ici, en C8. Là, si on refait la même, donc comme ça, touk touk, touk touk, touk, ici, et blanc saute, si je me trompe pas, hein. Pap, pap, pap. Je dis pas de bêtises, blanc saute, ouais. Puis noir protège. Ici, blanc, il a un Tesuji pour protéger son groupe en bas facilement. Mieux que B2. B2, c'est... tu peux l'avoir... En fait, si tu joues tout de suite, tu vas l'avoir goté, comme ça. On est d'accord. Mais tu peux l'avoir senté. Comment, à ton avis? Exactement, B4 avant B2. Comme ça, si noir vient ici, là, noir a pas vraiment la possibilité de contre-attaquer. Il doit prendre la pierre. S'il sort ici, c'est la catastrophe rapidement. Ouais, là, il se fait capturer en guetta. Donc ici, noir prend la pierre, et en fait, blanc obtient B2 senté. Donc il peut pousser ici gratuitement, et comme il est senté, ça lui suffit. Noir n'est pas tout à fait vivant non plus. Donc à ce Tesuji, la pierre en C8 est plus ou moins bien placée. Et à la place de ce coup, on a inventé, en fait c'est pas vraiment inventé, c'est Insong qui a cherché cette séquence. Il a trouvé un coup un peu magique pour, dans cette situation, s'en sortir avec noir, qui vise à la fois de venir en B3 et à la fois de sortir en D7. Parce que vous avez remarqué, il y a un œil d'éléphant entre ces pierres. Si noir il joue là, blanc répond, noir il peut pas tout de suite venir en D7. Sinon blanc il coupe, et c'est la catastrophe. Donc, quel est ce coup à votre avis qui peut à la fois viser le coin et l'extérieur? C'est pas B6. C'est B4, exactement. B4, pourquoi? Parce que si blanc il bloque le coin, noir il sort. Et donc finalement, c'est une bonne situation pour noir parce qu'il sépare en deux blancs. Et le coin est pas tout à fait vivant localement. Donc tant qu'il peut casser cet œil d'éléphant, c'est bon pour lui. Alors en parade à ce coup, Inseong a joué D6. Et là, on va jouer une séquence plutôt compliquée. Vous l'aurez sur la vidéo du cours, mais pas à retenir par cœur bien sûr. Et on va pas passer le cours là-dessus. Mais elle est assez intéressante. Donc ici, noir bloque le coin, comme ça. Puis blanc bloque. Et puis noir vient ici. Et donc maintenant, c'est un semeai entre les deux groupes. Entre le groupe A et le groupe B. Je vous passe les détails techniques, mais quoi qu'il en soit, noir va chercher plus de liberté, comme ça. Blanc bloque. Et là, noir, il aurait un Tesuji pour réduire les libertés de blanc. C'est un peu compliqué. Alors s'il joue C3, que blanc capture et que noir connecte, blanc n'a pas assez de liberté dans le coin. Donc là, c'est blanc qui meurt d'abord. Qu'est-ce qu'on peut imaginer jouer là? Oui, c'est bien. Ça, si blanc vient enlever des libertés, noir le tue d'abord. On est d'accord. Donc, blanc, au lieu de capturer la pierre, il a un contre-Tesuji. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? On est là vraiment dans l'expérimental, mais ça marche bien. A3, bah dans ce cas, noir connecte et il capture les deux pierres, donc pas vraiment. Ouais, très bien joué, ouais, c'est ça, B5. C'est quoi B5? Bah tout d'abord, noir peut pas connecter, hein, sinon il est capturé, c'est mort. Et si noir capture, maintenant la différence c'est qu'en blanc capture, il y a une pierre noire en plus, ici, qui le rend en qui le met en mauvaise posture en fait. Donc maintenant, si on rejoue la course aux libertés, normalement c'est noir qui passe un sale quart d'heure, à cause de cette pierre qu'il perd. Donc voilà, noir peut pas jouer là tout de suite à cause du contre Tesuji en B5. Donc il va plutôt chercher une autre manière. Alors soit vous connaissez pas, moi je vous montre.
Il faut être au niveau professionnel pour comprendre vraiment tous ces coups. Mais voilà ce qu'il jouerait. Ensuite, blanc fait Atari et recule. Et maintenant, noir joue ici. Si blanc prend, il est mort. Donc blanc joue le contre Tetsuji. Noir ne capture pas, sinon il est mort. Mais par contre, il va capturer les deux pierres. Blanc capture les deux pierres et noir capture une pierre. Donc ça, c'est un Joseki qui peut arriver si votre adversaire est 9 dan professionnel ou s'il connaît la séquence. Joseki made in Inseong qu'il a transmis à ses élèves. Donc si vous jouez contre un élève d'Inseong, attention, cette séquence est importante. Et donc tout ça, ça part de cette pince-ci qui est encore jouée pour cette raison. Donc je vais vous montrer la pince. Voilà, cette pince a 3 écarts. C'est peut-être la seule qui subsiste sur cette approche haute. Les autres sont moins joués. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, la tâche en C3. Si jamais on vient pincer en C7, il y avait aussi toute une série de Joseki absolument terrible. Donc noir vient toujours en C3, on est d'accord. Là-dessus, blanc, il a deux réponses. Lesquelles à votre avis? Donc là, si on est sur du Bontsuke, donc on fait année. On peut en faire deux différents. C'est ça, C2 ou C4, exactement. Donc on va dire un seul chemin, c'est C4. Donc je sais pas si pour les plus anciens, vous vous souvenez de ce Joseki assez terrible. Moi, c'est un des premiers que j'ai appris, hein, donc je suis très triste qu'il ait disparu d'ailleurs. C'était ça, je pense. Blanc fait Atari pour sauver ses deux pierres. Puis ici, noir doit surtout pas faire Atari avant de prendre la pierre, sinon blanc est Sente. Mais par contre, il doit la prendre tout de suite. Comme ça, c'est blanc qui doit revenir chercher les pierres. Et puis, il fait Atari. Voilà, donc ce Joseki-là, vraiment, c'était un Joseki de base à l'époque. Et il est bon pour qui, à votre avis? Ah ben si vous le jouez encore, c'est génial. Alors, quand on veut estimer aujourd'hui un Joseki, il faut regarder le Sente et qui a le coin. Donc qui a le Sente? C'est noir. Qui a le coin? Blanc et noir. Donc c'est divisé. Donc c'est meilleur pour noir. On essaye d'avoir en général sur un Joseki soit le Sente, soit le coin. Et là, noir, il a le Sente plus une partie du coin. Donc c'est bon pour noir. Moi, à l'époque, j'aimais aussi beaucoup pour blanc parce que je trouvais que ça lui donne de la force et tout. Mais l'ordi, il aime bien noir. Oui, il y a encore de l'Agi, c'est sûr. Mais Noir considère ça comme OK. C'est un groupe qui s'installe facilement. Lai considère ça comme OK. C'est un groupe qui s'installe facilement et qui fait facilement deux yeux, qui en plus te pique la moitié du coin. Parce que Noir aussi, il a une suite pour le Yosé avec notamment A4. Donc c'est pas mal pour lui. Pas tout de suite. Par exemple, si Blanc coupe comme ça et qu'on finit là, Noir pourra jouer A4 plus tard. Donc c'est gênant. Donc ce Joseki-là, si vous le jouez, essayez de le jouer en tant que Noir. Sauf si vous aimez bétonner, je pense que la différence ne doit pas être énorme. Mais c'est une des raisons pour laquelle il est disparu, il est considéré comme trop bon pour noir. Donc c'était le année en B, et là on va regarder un petit peu les années en C. Et là-dessus aussi, il y avait tellement de séquences que j'aimais beaucoup. Donc noir recule, puis blanc en général, le plus simple c'est E2. Là-dessus, noir C va juste jouer E6 en cherchant un miai entre taper sur la pierre en D8 ou pincer en F3. Donc là, blanc a le choix. C'est ça. Donc ce Joseki-là est bon pour noir juste parce qu'il obtient cet échange-ci gratuitement. Donc il partage le coin avec le blanc gratuitement et donc là il aime bien. Et il y avait aussi cette chance-là pour blanc avec G3. Et là-dessus il y avait beaucoup de variations. Noir il pouvait jouer F4, il pouvait jouer E2 directement suivi de D7. Il pouvait jouer aussi E7. Et même E6 c'était considéré comme mauvais, mais aujourd'hui il peut être joué à cause de déjà l'échange fait. Je vais vous montrer en fait. Bon, E6 on n'aimait pas trop, parce que quand blanc protégeait,
Noir, il avait une suite en E2, bien sûr, comme ça, parce que maintenant, cette pierre, elle va permettre à Noir de capturer Blanc, comme ceci. Et donc, à l'époque, Noir capturait et on considérait ça comme bon pour Blanc. Pourquoi, à votre avis? Regardez la forme de Noir. Est-ce qu'il n'y a pas une pierre bizarrement placée? Ah, il y a cette pierre-là en E6, on sait pas trop ce qu'elle fait là. Dans la séquence, à un moment, Noir il joue E6, mais il y a l'échange E6 pour C10, donc on n'aime pas trop. Et alors aujourd'hui, désolé, mais c'est considéré comme bon pour Noir, parce qu'il va pas capturer tout de suite, il va connecter. Donc là, Blanc connecte aussi, et puis simplement monter. Il fait un œil directement, il partage le coin, donc c'est plutôt bon pour Noir finalement, pour l'IA. Difficile à croire, hein. Mais c'est pour cette raison qu'on joue plus cette pince en fait. Il y avait aussi E7, c'est ça, voilà. Et puis par exemple là-dessus, Noir sortait, et il y avait comment ça marchait déjà? Voilà, Blanc sort, Noir vient là, blabla. Blanc vient ici. Non, c'était pas ça. Est-ce que je me trompe? Si, c'est ça. J'ai fait une erreur dans ce vieux Joseki là. Ah non, c'est ça, voilà. Blanc, il va pas couper, il va monter. Parce que s'il coupe, il se fait capturer sa pierre en chicho. Par là. Donc, pour ça, Blanc va juste monter et se couper. Là-dessus, Noir fait Atari, Blanc fait contre-Atari, Blanc vient là, il sort, Noir capture. Donc ça c'était. Et puis Blanc doit rajouter un coup ici pour pas se faire couper. Joseki très très joué dans les années 2014-2015. Je vous demande, il faut surtout pas le retenir parce que c'est plus joué. En fait, pour la simple et bonne raison que Noir il peut même simplement reculer là. Et quand Blanc il prend cette forme et qu'il lui laisse prendre la pierre, tout à fait comme tout à l'heure, ici, Noir il peut simplement s'installer. Et c'est bon pour Noir. L'envahisseur et l'autochtone. J'aime bien ce vocabulaire post-colonial. En fait, l'idée, c'est que dès que Noir il a ces échanges-ci, peut obtenir C3 pour C2. L'IA aime bien pour Noir, quelle que soit la situation. Donc par exemple, le Fuseki chinois, on peut regarder, hein, c'est exactement la même problématique. On était comme ça. Donc si par exemple Blanc s'approche du haut, ici, Noir répond, et puis il vient en bas. Quand Blanc s'approche ici, si jamais Noir joue O3 et laisse Blanc venir en R3, c'est considéré comme bon pour Blanc. Par contre, il joue plus R7. Dans ce Fuseki, on disait que c'était mauvais pour Blanc parce qu'il jouait R7, Noir saute, etc. et il construit facilement des deux côtés. Oula, j'ai mis la pierre qui traîne un peu loin, voilà, ici. Donc c'était considéré comme plutôt bon pour Noir parce que Blanc était vraiment serré. Mais aujourd'hui, il joue plus R7, il joue un coup plus drôle. On l'a vu dans quelques parties quand Google s'est amusé à mettre leur IA sur le serveur TiGem ou Fox. Et il avait joué contre une centaine de pros, je crois que toutes les parties sont reprises sur le site de DeepMind. Exactement. Ah, j'ai une élève qui suit très bien. Ouais, c'est R8 qui est assez impressionnant. Et ensuite, il joue année par en dessous. Et donc là, même si Noir fait Atari Connexion, Blanc peut trouver une base de vie très rapide. Alors on préfère jamais Q5. Ici, on préfère toujours Q4. Ici, c'est Q4. Là, j'ai montré pourquoi c'est considéré comme bon pour Blanc une fois qu'il obtient R3. Mais ici, c'est aussi Q4, hein, l'idée. Et on vient en P3. Comme ça, si on arrive dans cette situation, Blanc s'installe facilement. Ça va? Ok. Donc, désolé pour ceux qui ont posé la question que Lily m'a transmise. Est-ce qu'on peut voir les pinces? Est-ce qu'on peut voir les vieux Joseki?
C'est l'explication pourquoi on ne les joue plus, toutes ces pinces-là. Est-ce que c'est plus ou moins clair pour tout le monde? En tout cas sur l'approche haute. L'approche basse, c'est un peu plus mitigé. L'approche basse, il y en a quand même pas mal qui réussissent. Donc sur l'approche haute, on joue plus aucune de ces pinces sauf C8 finalement. C8 à cause du Joseki développé par Inseong qui est assez rigolo. Euh, genre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous reverrez si vous avez envie. Et puis le fameux coup en B4 qui vise à la fois le coin et sortir en D7. Donc on a regardé C, D, B. Maintenant on va regarder A, qui est le plus joué finalement. Et pourquoi sur A on ne pince plus vraiment, mais il y en a encore pas mal. Donc quels sont les coups les plus joués en réponse à C5? Qu'est-ce que vous voyez le plus dans vos parties? C4, E4, ouais c'est ça. Des petits coups pour garder le bord. F4, c'est ça. Donc c'est ce qu'on répond le plus aujourd'hui sur cette approche. En E4, c'est rigolo parce que pour la petite anecdote, donc vous savez, c'est le Kosumi Chusaku. Donc c'est un coup qui a été inventé par ce joueur au XVIIIe siècle, je pense, ou XVIIe, je ne sais plus exactement, j'ai pas vérifié, mais qui est très très malin à l'époque parce qu'il vise à la fois de pincer la pierre en A ou de prendre le bord en B. Donc c'est un coup qui a une double signification. Dans un Fuseki spécial, c'était appelé le Kosumi Chusaku et considéré comme une invention majeure à l'époque. Et alors, ce qui est drôle, c'est que Shusaku lui-même aurait dit, bon, c'est la légende, que au Go, il y a beaucoup de choses qui changent, les Joseki, les Fuseki, ça change tout le temps, bien sûr, avec l'étude des professionnels, le niveau global qui s'améliore. Et lui, il a dit que ce coup-là, il resterait encore 1000 ans, ou quelque chose comme ça. Et alors, finalement, il était tombé en désuétude. On jouait plus parce qu'on préférait les pinces. D'ailleurs, on jouait plus l'approche basse en C5. Et aujourd'hui, avec l'IA, il revient. Donc, j'ai envie de dire, Shusaku visionnaire, oui. Donc, le coup qui avait littéralement 300 ans, maintenant revient à la mode. Et est très joué. Alors on a aussi F4, c'est un peu la même idée. Donc on s'étend sur le bord et noir prend son extension et on peut jouer ailleurs. Et alors C4, c'est pour prendre tout de suite le coin, c'est possible aussi. Et puis noir s'étend. Dans ce Fuseki, il va pas s'étendre. Si jamais il a la possibilité, il va se jouer en grand plutôt. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, on est vraiment sur les Joseki, etc. Donc, on va regarder maintenant les pinces qui restent autour de cette pierre. Est-ce qu'on vous en fait encore? Si oui, lesquelles? Là, j'en ai mis 5, mais s'il y en a d'autres, vous pouvez proposer. E7? Ah, c'est rigolo. Vous êtes sûr que c'est le bon coup? Oui, je pense que c'est plutôt, voilà, c'est plutôt C7. Oui, ok, d'accord. C7 est encore bien joué, oui. En effet, c'est une des pinces qui est encore jouée. En fait, elles sont presque toutes encore jouées, à part celle-ci, je pense. Ouais. C8, tout à fait. Donc là, c'est rigolo parce qu'on tombe un peu dans la même situation que l'approche haute. Et alors, sur toutes ces pinces, c'est quoi le coup le plus joué pour noir? Donc on joue E, D, C, B, on va pas parler de A pour l'instant. Ouais, c'est ça, c'est E4, exactement. Alors si on répond E5, le problème c'est que blanc, il va pouvoir jouer son coup en F4, et que noir, s'il avance, il va le pousser sur la quatrième ligne. Donc il en aime moins. Je viens de me rendre compte que c'était la même chose pour l'autre, mais ok. E4, et après on se fait couper et on regrette tout. C'est exactement ça, Joris. Excellent résumé. Donc que ce soit la pince B, que ce soit la pince C, la pince D, la pince E, la réponse est toujours E4. En fait, c'est la meilleure réponse, mais c'est aussi souvent la plus compliquée. Donc mon conseil, c'est que vous essayez, vous fassiez tuer et vous recommencez. Vous analysez après, bien sûr, pour apprendre de ses erreurs. Si on meurt toujours dans la même situation, c'est pas très intéressant. Mais c'est considéré comme le meilleur coup. Et alors, il y a un autre coup qui est possible, qui est pas mal aussi. C'est lequel à votre avis? Sur toutes ces pinces, à part E4. Des idées? Tenuki, ouais, exactement. C'est exactement ça, c'est Tenuki.
Donc on peut jouer ailleurs. Aujourd'hui, ce qui est bien au Fuseki, c'est que si on connaît pas la séquence du coin, on peut juste jouer ailleurs. Et en général, c'est pas trop mauvais. C'est rare que ça perde vraiment beaucoup de points pour l'IA. On se dit, on joue ailleurs, bah si blanc rajoute un coup, on joue ailleurs, s'il rajoute un coup, bah, on joue ailleurs. Et en fait, on est plus rapide et là, le noir est favorable par rapport à blanc. Parce que blanc, il investit trop de coups dans la zone au sud. Donc, Tenuki, c'est toujours une option si jamais on a peur. J'aime bien parfois, parce que quand je vois un joueur, moi, dans mon expérience, un joueur 7 dan, 6 dan qui joue cette pince, je me dis, ok, quel Joseki il veut? Il veut celui-là. Clairement, c'est celui-là qu'il veut. Je sais pas si vous avez déjà vu ce Joseki, mais c'est un peu l'enfer sur Terre, c'est la nouvelle avalanche. Il y a beaucoup de variations, on sait jamais comment ça termine. Donc je me dis, s'il joue cette pince, c'est qu'il veut Joseki, alors je vais juste Tenuki. On va pas chercher les problèmes. Parfois, ça le joue psychologique, hein, les Joseki, clairement. Du coup, je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de situation, mais c'est très dur. Blanc, il a plein de coups ensuite en plus. Il peut jouer A, il peut jouer B, C, D, E. Tout ça, c'est des suites possibles. Et je sais jamais comment ça termine. Donc l'idée, c'est qu'il pousse deux fois, puis il vient ici, noir descend, puis blanc peut même. Est-ce qu'il peut couper tout de suite? Non, je crois qu'il vient là. Et puis noir saute, mais blanc meurt pas vraiment à cause de la tâche en G2 plus tard. Honnêtement, je devrais le jouer aussi pour apprendre, hein, parce que je vous donne des conseils, mais je les suis pas. Je devrais mourir sur ces trucs. Mais quand c'est des tournois, j'ai pas trop le courage de faire ça. Ok, donc bah du coup on a vu cette pince en C8, en D8 pardon. Quand on vient en E4, blanc il peut couper, et si noir il descend en E3, ce qui fait le Joseki plus ou moins infernal. Après noir doit pousser, sortir, et là blanc a toutes ses possibilités. Donc vous pouvez le reproduire à la maison, c'est à vous de voir. Donc il y a cette pince en D8. Là-dessus, ouais, je préfère Tenuki clairement. Ça me fait trop peur. Il y a aussi la pince en C7, c'est la première qu'on a évoquée, qui est mignonne, hein, parce que là-dessus, les séquences sont plus claires, en tout cas. Donc E4, la réponse, bien sûr. Et bien sûr, blanc va couper. Pourquoi est-ce qu'il coupe? Pourquoi est-ce qu'il pousse pas, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on tombe pas dans cette variante-là? Alors oui, il vit, il est tassé, c'est bien ça. Parce qu'en fait, ça donne beaucoup de coups CNT à noir. Ça veut dire que plus tard, noir, il peut avoir ces coups-là CNT gratuitement. Ça veut dire quoi que noir ait ses coups la CNT gratuitement? C'est qu'en fait, ouais, la petite pierre en C7, elle est en train de pleurer. Elle est toute seule face à 5 pierres noires, donc ça veut dire que tôt ou tard, noir il peut pincer. Donc quand blanc saute, noir il pince tout de suite, et cette pierre si elle saute aussi, ben noir va pouvoir l'attaquer avec tous ses échanges gratuits en G4. Donc c'est pour cette raison qu'en général, blanc va plutôt couper s'il cherche ce jeu d'équipe plutôt que ramper. En fait c'est simple, imaginez blanc jouer ailleurs. La suite pour noir en général c'est E4 parce qu'on considère ça comme une position assez flexible pour noir finalement. On n'a pas besoin de rajouter de coups rapidement. Si noir joue ailleurs, est-ce que blanc il va venir pincer en C7? À mon avis, il va s'approcher de plus loin. Donc la pierre en C7 n'est pas forcément bien placée si on arrive dans cette situation. Donc là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait noir? Est-ce que quelqu'un a une petite séquence à proposer? F4, E6, ok. Alors s'il joue F4 et que blanc sort en E6, le problème c'est que cette pierre elle est trop bien placée. C'est pas comme tout à l'heure quand on l'avait un coup plus loin. Donc quand elle était ici ou ici. Parce que là, ça laissait plus respirer ces deux pierres. On a vu ces Joseki juste avant. Mais là, elle est vraiment juste à côté. Donc Noir a pas tellement envie de jouer cette séquence. Mm. C'est comme s'il y avait un moulin, mais Blanc avait en plus déjà la pierre de placement mise à cet endroit. Donc là-dessus, Noir, il va plutôt partir sur autre chose. Il va pas juste s'étendre. C'est ça. E6 et gueule de tigre. Très simple. Si votre adversaire est gentil, il joue la séquence simple. Ouais, il protège la pierre et Noir capture à gauche. Ça, c'est un Joseki encore parfaitement jouable pour les deux. Et si blanc est pas sympa, qu'est-ce qu'il fait ici?
Comment est-ce que blanc pourrait complexifier ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs? D8 exactement. D8 c'est la bonne chose ou C8. D8 c'est le plus méchant. Donc si noir fait ça, blanc s'étend sur le bord gauche. Par contre, la différence ici, c'est qu'il n'a pas protégé la pierre en E4. Donc noir pousse encore une fois. Et puis il a un coup sympa. Il a un coup sympa avec sa pierre en E4 que blanc n'a pas capturé. Ouais, bien joué. C'est F3, exactement. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif. Parce qu'on part sur une mauvaise forme de base. Donc ici, ça, c'est considéré comme une mauvaise forme pour noir. C'est une bonne forme s'il n'y a pas la pierre en E4, mais c'est une mauvaise forme s'il y a la pierre en E4. Bon, c'est ce que j'ai appris. Et dans ce cas-là, il faut jouer F3. Donc déjà, sans le connaître, c'est difficile. En plus, quand blanc joue G3, il faut jouer un coup encore plus contre-intuitif. Est-ce que quelqu'un le connaît? Alors, si on joue G2, on tombe un peu dans le piège de blanc, parce que blanc, il va cross-cut. Et si noir, il prend une des deux pierres, comme ça, blanc, il va pouvoir connecter par au-dessus. Et donc, s'il connecte ses pierres, c'est raté. Par exemple ici, pareil, blanc connecte par l'autre côté. Donc en effet, pour ceux qui connaissent, c'est E3. Donc voilà, ça c'est pour... c'est le Go moderne. Bienvenue en l'an 1 après les dinosaures. Non, l'an 4. La météorite est tombée. La vie se recrée sur Terre. C'est E3 maintenant qu'on joue. Mais en fait, ça marche très bien. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, Noir il va pousser sur la deuxième ligne, ce qui est aussi une conception moderne du Go qu'on n'avait pas avant, de pousser comme un bâtard sur la deuxième ligne. Donc Blanc il peut faire ses échanges gratuits, Noir il est moche, bec, ec, mais finalement ici il y a un petit piège. Noir il pousse sur la deuxième ligne et si Blanc répond, Noir revient en B3 et tue le coin. Donc si on compte les libertés, Noir il a 6 libertés, Blanc il en a 5 à peu près. Donc c'est Blanc qui meurt dans le coin avec ses pierres-ci. Ah oui, tu peux lui montrer ce Joseki là, un Piu, sans problème. Tu lui dis regarde ce qu'on m'a dit. Donc en fait, à ce moment-ci, blanc il peut pas continuer à résister, il doit protéger à gauche. Et là, noir fait ce Hané qui fait extrêmement mal et qui change la situation finalement parce que c'est ces pierres-ci qui sont mal parce qu'elles ont peu de liberté au centre. Donc voilà, c'est la punition de noir si jamais blanc ne protège pas en rajoutant le coup en G4 pour capturer la pierre et qui décide de résister. En fait, il y a cette chose-là qui marche très bien avec F3. C'est la punition. Donc sur cette pince, c'est toujours intéressant à savoir ce Joseki. Je pense que ça peut faire partie des Joseki de base sur les Komoku maintenant. Alors, on a vu la pince en E, la pince en C. On peut regarder un peu la pince en D. Ouais, pourquoi pas. Ah, j'ai dit qu'on jouait toujours E4, mais du coup là on joue plus E4. Qu'est-ce qu'on joue ici d'ailleurs sur cette pince? E5, exactement. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Si on joue E4, le problème c'est que blanc il coupe. Et bim, noir il a un angle vide et donc c'est pas très bon pour lui. Oui, je vous enverrai si vous voulez le SGF avec toutes les séquences sans problème, hein, pour les bons élèves. Alors ici c'est E5 et quand blanc joue F4, noir va pas pousser ici comme ça et puis pincer, ce qui serait donner trop de valeur à la pierre en D7, mais il va faire autre chose. Il n'est pas obligé de faire les échanges d'abord en F5. Quelqu'un connaît-il la contre-attaque de noir? B3, j'y ai pas pensé, c'est peut-être un petit peu lent, parce que blanc va juste jouer ailleurs. Et si noir rajoute encore un coup pour être sûr d'avoir sa base de vie, finalement il a joué deux coups de deuxième ligne, donc c'est peut-être un petit peu lent. D8, D9 sans doute tu veux dire. H3, là ça part en vrille.
Honnêtement, j'ai plus vu ce Joseki depuis très longtemps. À l'époque, je me souviens, ça se jouait. Ah, ça faisait comment déjà? Ah, blanc pousse dans l'œil d'éléphant, puis vient ici, je crois. Je pense que c'est juste ça en fait, il doit juste séparer les pierres. Honnêtement, j'ai pas étudié H3. Moi, je connais D9, ouais. D9, c'est ce que les pros jouent en fait, et ce qui est intéressant. Mais je pense que pour H3, juste pousser une fois et protéger le coin, c'est suffisant. Comme ça, par exemple. Tant que noir a pas de base de vie ni à gauche ni à droite, c'est ok. Alors avec D9, blanc il a deux réponses. Si tu joues C3 tout de suite, tu risques d'avoir une mauvaise forme. Donc ici, je vais passer à D9, sinon je vais pas m'en sortir. Euh, Blanc il peut soit descendre, soit monter. Et les deux sont assez, plus ou moins ok pour blanc, et B c'est mauvais. B c'est mauvais parce que noir relie par en dessous, la blanc peut couper, mais finalement, donc on arrive sur cette séquence, la blanc Tenuki, c'est considéré comme plutôt pas mal pour noir, qui a une trop bonne forme, mais blanc qui a encore des fragilités. Après, ça dépend de la direction, hein. Si blanc il avait 30 000 pierres ici, c'était jouable, je pense. Ce que je vous dis, c'est ce qui se passe localement. Je vous dis c'est bon ou c'est mauvais localement. Mais avec des pierres autour, on peut toujours choisir ses Joseki, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est beau au Go, c'est qu'il n'y a jamais de vrai ou faux. Il y a souvent des zones grises. Alors ici, si je joue B7, là c'est peut-être un peu compliqué. Je vous montre la séquence quand même pour mémoire. Donc noir va jouer l'autre attache, qui est pour relier ses pierres, et blanc va aussi jouer dans le triple œil d'éléphant pour séparer les pierres noires. Et la noire va utiliser ses appuis sur la pierre en F4. Comme ça, pousser, et puis attacher, si je me souviens bien. Blanc fait année pour briser l'encerclement, mais noir peut profiter de ces coups-là pour... Ah non, il fait pas année, il va d'abord jouer ici, voilà. Et noir va profiter de cette pousse pour sortir, puis blanc sort, et puis noir protège le camp. Voilà, ça c'est ce qui se passe. C'est très indécis comme situation parce que blanc est pas tout à fait posé, noir non plus, il y a encore des coupes. Ça donne des situations assez compliquées, donc si vous aimez le combat, si vous aimez euh, vous casser la tête dès le début, c'est à jouer, cette pince-là. Ok. Donc de toute façon, l'idée, c'est pas d'inspecter chaque Joseki en détail, c'est vraiment d'expliquer les grandes lignes de qu'est-ce qui est encore joué, pour quelles raisons et qu'est-ce qui n'est plus joué. Alors on a vu rapidement D, on a vu E, on a vu B, on a vu C. Alors B, c'est la même idée que tout à l'heure, hein. On arrive sur ce Joseki-là, dans un autre ordre, et puis noir joue B4. C'est cette idée-là. Et finalement A. Et là-dessus, qu'est-ce que noir répond à votre avis? Ça, c'était quelque chose qui avait été beaucoup joué juste après les matchs entre Lycédol et Lia. Parce que AlphaGo, avant l'Alpha 0, ça s'appelait. Ouais, c'était juste AlphaGo, je pense, qui était basé sur les parties humaines et qui a joué contre Lycédol. Il jouait tout le temps ce Joseki-là. Tenuki, ouais, ok. Why not? Alors, si on joue E4, le problème, c'est que ici, maintenant, la pierre, elle a une distance idéale. Donc, comme elle est bien placée, on préfère ne pas jouer ici. Ce qui n'est pas extraordinairement mauvais pour noir, mais c'est moins efficace. E9. E9, ok. Hmm. Dans ce cas, je suppose que blanc va juste prendre le coin. Et maintenant, noir est peut-être embêté avec sa position quand même. Avec sa pierre en cinquième ligne. Hmm. C'est difficile de l'utiliser après, donc peut-être que tu peux le jouer, mais ça donnera une partie originale. F4, très bien, ouais, c'est ça. Bien joué, petit Jed. F4, ça ressemble à une autre forme bien connue. Voilà, c'est le Taisha, bien vu, Plogo. Le Taisha qui n'est plus joué non plus d'ailleurs. Alors là-dessus, qu'est-ce que blanc fait? Donc s'il veut jouer le Taisha, en fait, noir va l'ignorer. Donc le Taisha, c'était cette séquence où noir jouait D4, puis on arrivait ici. En plus, ça c'est mauvais quand il y a une pierre en C9, je pense.
Noir prenait le coin, blanc s'étendait, et c'était la merde pour tous les deux. Surtout s'il y a une pierre blanche en C9, je pense que la noire va souffrir. Normalement, il n'y a pas de pierre là. Euh, Parce que c'est considéré comme bon pour blanc, je crois, mais puisqu'il est plus joué, ça doit être ça, hein. Donc ça voudrait dire que... Ah! Parce que en fait, pour jouer le Taisha, il faut un autre setup. Il faut que blanc soit là, que noir vienne ici et que blanc joue là. Et qu'il n'y ait pas de pierre autour. Donc là, le Taisha est lancé. Et ce genre de coup en C5 n'existe plus. On vient tout de suite en Komoku, Oshi ou Sansan. On va plus s'écarter du coin comme avec un Takamoku ou un Moku Azuchi, donc le 3-5 ou le 5-4. Parce qu'en fait, Noir va même plus venir en D3, il va venir Sansan directement. Et à mon avis, c'est pour cette raison que le Taisha a disparu. Et là-dessus, Noir s'installe facilement en fait. Avec sur le Takamoku aussi, Noir vient en C3 plutôt qu'en D3. Ça, on le verra peut-être après si on a encore un peu de temps, mais je pense pas. D'ailleurs, c'est rare de les voir, hein. Je sais pas si vous en voyez encore dans vos parties des coups comme ça. Ou alors peut-être que vous jouez parfois contre des vieux japonais qui ont pas vécu l'actualité depuis 5 ans. Ouais, c'est un peu plus rare malheureusement, mais c'est vrai que c'est assez riche. En général, la réponse est toujours San-San sur ces coups. Il y a une vidéo de Yeonwoo qui est très bien faite là-dessus, si vous voulez regarder, sur le 5-4 et le 5-3. Donc si vous connaissez, c'est la youtubeuse coréenne Yeonwoo Go Pro. Donc, vous pouvez chercher, elle explique très bien ces joseki-là. Je vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Donc on revient ici. Là c'est différent parce qu'il y a déjà la pierre en A. Donc Nord va pas chercher à jouer D4. C5 et 3. On va regarder ça après. Ici, Noir il fait plutôt année, puis il vient là. Blanc protège et je pense que ça se passe globalement comme ça. C'est plutôt considéré comme bon pour Noir. Mais Blanc il a une autre réaction sur ce coup en F4. Attends, vous êtes parti sur un Shimari bizarre là. J'ai vu un Shimari drôle en C5 E3. Ah! Mais alors du coup, si t'as un Shimari en C5 E3, hein, comme ça, qu'est-ce que tu fais si Noir vient en D4? Et pourquoi est-ce que Romain jouerait ça? En tout cas, il me l'a jamais montré, donc peut-être que c'était juste pour amuser les gens. Ah, tu joues E5. What? Ouais, donc si Noir casse tout, est-ce que Blanc a des parades ici? En tout cas, si ça marche, c'est du génie, franchement, parce que c'est comme l'angle vide tout à l'heure, ça révolutionne le Go, hein. On peut jouer des angles vides, on peut pousser à la deuxième ligne. Ben là, maintenant, on peut se faire couper dans 3 fois. Mais je pense que c'est plutôt du troll, honnêtement. Bah, c'est bien d'essayer, franchement. Moi, je conseille hein, d'essayer les pinces que j'ai montrées, parce que si ça se trouve, votre adversaire, il sera né après, après 2016 et il connaîtra pas. Non, je rigole. Donc, on va repartir sur A et sur là-dessus. Donc, on avait la séquence de blanc. Pendant longtemps, c'était E4, et puis pousser comme ça, et puis sauter. Non, il pousse encore une fois, et puis il saute. Donc ça, c'est arrivé très souvent dans les parties juste post-AlphaGo. Et c'est considéré comme Joseki, et puis Noir il pinçait, Blanc saute, Noir vient là, et je crois que j'ai vu cette séquence une fois dans une partie, c'est assez rigolo. Donc là, en quelques coups, déjà, on dévaste le Go moderne, parce que la pince, normalement, on pince pas si on n'a pas de base de vie, et normalement, Blanc contre pince, mais là, il saute et il laisse l'extension 3, mais c'est pas grave, parce qu'il obtient la bonne forme en E11. Donc ça paye déjà quelques bases de ma compréhension aussi. Mais ça reste intéressant. Et alors maintenant, Blanc va même plus pousser. Il a un autre coup très moche. Et je vous laisse deviner lequel. Pour ceux qui connaissent ou qui veulent trouver l'angle vide dans cette situation. Exactement, D5. Non, D4 quand même, c'est violent. D4, c'est... Tu peux pas couper. Donc... Mais bien pensé, Emery. Non, c'est D5. Au moins, tu crées des coupes ici. Et alors, à votre avis, quelle est la réponse de Noir avec lequel il peut s'occuper de toutes les coupes à la fois? Donc là, il a quand même
1, 2, 3 coups. Si joue F6, le problème c'est que blanc il prend le coin CNT. Donc il veut pas laisser cette coupe là non plus. D7 exactement, ouais. D7 ça change quoi? Ben si blanc coupe D6 il se fait capturer. Et ça protège aussi un peu la coupe en E6. Donc blanc doit déjà pousser une fois de plus pour le coin. Et s'il coupe ici, il sera en mauvaise forme. Donc c'est le coup à jouer. Donc ce Joseki un peu alien, il se joue de cette manière-là. Je crois que blanc doit sauter maintenant. Ouais, c'est l'idée. Intéressant, non? Il faut connaître D5 et D7. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue plutôt cette pince aujourd'hui. Non mais si on m'avait montré ce Joseki, honnêtement, si n'importe qui m'avait montré, sauf s'il était asiatique et qu'il était pro, j'aurais dit, mais c'est n'importe quoi. Dans quel monde vis-tu? Et il m'aurait dit, bah, je viens du futur, Marty. Voilà. Donc, moi je trouve ça toujours drôle hein, quand le Go il change. Et c'est ça qui est bien avec le Go aujourd'hui, c'est que ça a complètement changé. On découvre pas mal de concepts et en fait, on voit qu'au Fuseki, on peut faire plein de choses. Tenuki quand on a peur, faire des nobis, des angles vides quand on veut. Exactement, Joris, bah, t'as tout compris, c'est comme ça que ça marche. Quoique aujourd'hui, ça marche même plus trop de chercher un 9p pour se défendre. Parce qu'avec l'AI, je peux dire, ah, mais moi j'ai un 9p+, quoi, tu vois. J'ai un 20p. Ok, donc, pour résumer ce cours sur les pinces, on a vu que les approches A, B, C, D, il n'y avait plus vraiment que A qui était joué, ou D4. Donc il faut garder à l'esprit que D4 peut être joué. L'idée de ce coup, c'est on va jouer sur le bord gauche pour finir sur le bord droit. Donc on commence en A pour finir en B. En général, c'est l'idée. Quand blanc fait année, noir fait contre année. J'ai déjà vu des joueurs amateurs forts le jouer, même sans qu'il y ait rien autour. Pas de Shuziki chinois, pas de Kobayashi. C'est même le possible de le jouer comme ça tout de suite. Oh là là. Et en plus, j'ai un flashback maintenant. C'est ce que mon cousin, à qui je venais d'apprendre le Go, jouait pendant nos premières parties. Et je lui disais que c'était de la merde. Et je lui avais expliqué pourquoi. Et en fait, voilà, maintenant on le joue. Ah là là. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, A, B, C ou D. Sur B, il y a quasiment plus de pinces intéressantes pour blanc, à part peut-être C8. Le reste, en fait, noir vient tout de suite en C3, donc peu intéressant. Et en général, on joue C5 et on prend le coin tranquille avec beaucoup de points. D'ailleurs, petite astuce, blanc peut même Tenuki ici. Il peut même décider de jouer ailleurs parce que finalement, si noir rajoute des coups, comme ça, il sera goté une deuxième fois. Et donc c'est encore quelque chose de rapide et sûr pour blanc. C'est beaucoup plus dynamique comme Fuseki pour blanc. Donc en blanc Tenuki, en général, on rajoute même plus E3, on fait un truc genre F4. Comme ça, on est sûr que par la suite, on peut avoir E2 et l'enfermer vraiment dans le coin. Donc si blanc rajoute pas de coups, c'est F4 la solution. Pareil si on est dans cette forme 1. Donc par exemple, blanc vient ailleurs, là on va jouer plutôt F4. Là en plus c'est plus dangereux, hein, parce que non, c'est pareil. C'est la même idée en tout cas. Blanc peut prendre deux fois le CNT et garder le coin. Alors je vous rappelle, on essaie d'avoir soit le CNT, soit le coin au début. Donc c'est objectif raté si on arrive dans cette situation. Donc sur la pince basse, sur l'approche basse maintenant, alors il y a tous ces coups très très gentils, E4, F4, C4, mais il y a aussi deux trois pinces qui restent, et pas mal en fait, donc cette pince-ci est très jouée. En général, à part sur D et A, on joue E4 en réponse. D'ailleurs, si une blanche joue ailleurs, c'est E4 le coup qui marche très bien ici, parce que ça donne une position flexible pour noir. Je n'ai pas tout à fait expliqué pourquoi, j'ai montré qu'on pouvait pousser CNT comme ça. Il est aussi possible de vouloir attacher tout de suite en C3 pour trouver une base de vie. En fait, c'est comme tout à l'heure le coup en D4, on prend la gauche pour prendre la droite. Blanc, il va couper, je pense, comme ça. Puis noir, il va venir ici. Blanc va faire... Non, en fait, c'est possible de le faire sans rien. Donc blanc prend la pierre, noir coupe, blanc prend la pierre et noir coupe.
Ouais, c'est l'idée du Joseki ici, et la position est ok. Mais noir, en fait, endommage tellement la pierre en G3 qu'on préfère noir en général sur cette position. Et noir peut même ne pas faire cet échange, je crois qu'il peut aller comme ça. Ouais, il peut tout de suite venir en G2. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc l'idée c'est que si jamais ici, blanc... Non. Donc en noir coupe, si blanc résiste, qu'est-ce que fait noir? Il peut descendre, et là c'est la catastrophe pour blanc, parce qu'il doit connecter, et noir peut décider de prendre le coin, ou même d'avoir une forme flexible avec une pince du scorpion là. Mais je crois qu'il peut juste prendre le coin, et blanc se retrouve avec un angle vide. Si jamais blanc prend la pierre, bah dans ce cas il est aussi coupé, hein, comme ça. Donc c'est un petit piège. Et c'est pour ça qu'on aime ce mur là. Pas facile à attaquer. J'ai même vu des pros qui l'attaquaient comme ça, je crois, mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi. C'est une célèbre partie récemment, c'était la finale de la LG Cup. Je sais pas, c'était la semi-finale peut-être entre Crutier et Chin Minjeo. Et Crutier attaque la formation avec D7. Mais c'est encore expérimental en fait, les attaques de cette position, parce qu'on sait pas trop comment s'y prendre. G2 est possible, ouais. C'est pour ça aussi qu'on voit G2, pour pas laisser C3 CNT. J'ai beaucoup vu G2 récemment et j'ai joué pour la petite histoire dans un tournoi, enfin les tournois en ligne, et il y a une série de joueurs asiatiques, 5 Dan que je pense sous-classés parce qu'ils m'ont dégommé l'un à la piste de l'autre. Ils me jouaient tous G2 dans cette position. Parce que G3 probablement laisse trop d'Adji. Donc ouais, bonne intervention Emeric, merci. Ok, donc sur la plupart des pinces c'est E4, sauf sur C9 on va plutôt jouer une grande pince F4. Et sur D7 qui est un Joseki à part entière avec cette pince-là et qui existait déjà avant AlphaGo. Donc il nous reste quand même des choses à nous qui avons étudié avant AlphaGo. Voilà, donc pour ce cours, je pense que je vais arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a vu ce qui se passait en 4 pinces, qui était le plus joué, pourquoi ça avait disparu, les punitions sur certains Joseki, quelques Fuseki comme Kobayashi et Fuseki chinois. Donc je pense qu'on a fait un bon panorama pour l'instant, ouais. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Pendant 4-5 minutes, on peut encore regarder, bien sûr. Bah si, on peut pincer, hein, je dis pas qu'il faut pas. Moi, je dis il faut essayer. Il faut essayer, puis le mieux, c'est peut-être d'analyser avec Lila ou avec Katago. Enfin, il y a des nouveaux trucs maintenant, mais de regarder ce que l'ordi en pense et ce qu'il aurait répondu. En général, il va te donner un moins bon pourcentage si tu pinces sur une pierre haute ou sur autre chose. Mais franchement, 5% de différence, c'est rien en termes de points, je crois. Donc, c'est pas la fin du monde. Après, comme tous les joueurs jouent de la même manière en général, en imitant le meilleur, c'est plutôt ça qu'il faut apprendre si on veut entrer dans le méta-jeu, quoi. C'est plus facile d'apprendre ce que les autres jouent que d'apprendre des trucs que personne joue, bien sûr. On peut apprendre toutes les variantes de la nouvelle avalanche de l'IA ou tout ce qui passe sur l'avalanche, mais ça va servir à rien concrètement. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter là. Bah, merci à tous d'avoir suivi le cours. Ça fait toujours plaisir, vous êtes super réactifs en plus. Donc je vous enverrai le SGF bien sûr avec les différentes variantes. Comme ça fait pas trop lourd. Et puis vous aurez aussi la vidéo normalement, sans problème. Allez, bah merci à tous. Je pense que je vais encore refaire un cours si Lily est d'accord. Dans ce cas, n'hésitez pas à lui proposer les thèmes que vous voulez voir, hein. Pour l'instant, on a vu donc direction de jeu, Fuseki, Joseki. C'est tellement vaste. S'il y a des gens intéressés par le Yose, par le Chuban ou par d'autres stratégies, sans problème. Merci à tous. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée.